Le débat africain. Alain Foucault. Est-ce parce qu'ils ont choisi de se soigner seulement dans les grands hôpitaux et prestigieuses cliniques européennes ou américaines que 60 ans après les indépendances, les hôpitaux africains restent de véritables mouroirs? Chaque année, ils dépensent le montant de 2 à 3 hôpitaux modernes en évacuation sanitaire. Et ce sont toujours les mêmes privilégiés qui en bénéficient. Comment mettre un terme à cette ineptie, à cette injustice que vivent de nombreux pays africains? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche aux évacuations sanitaires des Africains. Avec plusieurs invités à la fois dans ce studio 41 de RFI à Issy-les-Moulineaux, mais également au téléphone. D'abord en direct de Niamey au Niger, le docteur Idi Iliassou Maïna Sarr. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour Alain. Second invité dans ce studio de RFI, professeur Aimé Boni, cardiologue, enseignant à la faculté de médecine de l'université de Douala, praticien hospitalier en France. Bonjour professeur Aimé Boni. Bonjour monsieur Alain Foucault. Notre troisième invité est monsieur Olivier Bosque, le vice-président finance et développement de l'hôpital américain de Paris. Bonjour monsieur Olivier Bosque. Bonjour, merci de nous recevoir également. Alors, lorsque l'on parle d'évacuation sanitaire en Afrique, la plupart des gens frémissent, la plupart des gens se disent « encore de l'argent qui s'en va, pourquoi on se soigne pas ici ?» La plupart des gens se demandent qui décide, comment ça se décide. Parmi ces États qui envoient beaucoup de gens ici, il y en a qui ont décidé de moins le faire souvent, en construisant peut-être des hôpitaux. Ça a été la décision d'un pays comme le Rwanda, ça a été la décision d'un pays comme le Niger, qui vient de se doter d'un hôpital important de référence. Il faut dire que les évacuations sanitaires coûtent cher, très cher. Dans le cas du Niger, par exemple, on parlait de 5 milliards de francs CFA par an. Alors, est-ce un slogan ou c'est la réalité aujourd'hui que vous allez diminuer le nombre de personnes que l'on évacue vers l'Occident, monsieur le ministre? Merci Alain Foucault. Effectivement, les évacuations sanitaires vers l'extérieur constituent une grande préoccupation pour le gouvernement parce que ça grève le budget de la santé. Avant l'avènement de l'hôpital de référence général de Niamey, nous mettons plus de 30 milliards de francs CFA par an et pour évacuer nos malades vers l'extérieur. Après l'avènement de cet hôpital, vous savez, cet hôpital est le fruit de la coopération entre le Niger et la République populaire de Chine. Elle a commencé, en tout cas, ses activités en 2018. À la date, après un an de bilan, nous avons en charge 372 malades qui auraient dû être évacués pour un coût d'environ 3 milliards de francs CFA. Or, avec cette prise en charge sur place, donc nous avons eu un gain d'environ 3 milliards qui va nous permettre de réorienter ces ressources dans l'amélioration de notre plateau technique. Et mieux, en plus de ce hôpital général de référence de Niamey, le président de la République, chef de l'État, en tout cas, a construit un autre hôpital vraiment de grande renommée, et d'ailleurs qui est encore plus grand que l'hôpital général de référence de Niamey. Et cette fois-ci, il a été construit en province, dans une région qu'on appelle Maradi, un hôpital de grande capacité de 550 lits, toujours pour réduire, en tout cas, le nombre de malades à évacuer à l'extérieur. Il n'est pas dit qu'avec le moment des 2 hôpitaux de référence, qu'on ne va plus évacuer. On va pour le moment commencer à prendre en charge les cas qu'on peut prendre en charge. Tout à fait, les pathologies qui peuvent être soignées sur place. Les pathologies qui peuvent être soignées sur place. Avant de revenir à vous, monsieur le ministre, on se dit 60 ans quasiment après les indépendances. Qu'est-ce qui fait que, contrairement aux autres continents, les Africains soient obligés de s'expatrier pour pouvoir se soigner convenablement? Professeur Boni. Monsieur Alain Foucault, l'évacuation sanitaire à l'étranger est l'expression d'une aliénation culturelle poussée à son extrême, hein. Ça il faut le dire. Les Africains vont à l'étranger pour se soigner pour plusieurs raisons. Il y a des raisons endogènes et des raisons exogènes. L'Africain va à l'étranger parce que ça fait bien de savoir que on a été pris en charge à l'étranger, mais aussi parce que il n'a pas confiance
à tort ou à raison, mais parfois à raison, il n'a pas confiance au plateau technique et à la qualité de soins que lui offrent les praticiens de son pays. Et donc tout ceci a pour conséquence dans l'appauvrissement du tissu sanitaire local, parce que puisqu'on va à l'étranger, puisque les dirigeants vont à l'étranger, les personnes nantis, même si elles ne sont pas vraiment dirigeants, mais parce que c'est des hommes d'affaires, c'est des hauts fonctionnaires, vont à l'étranger, personne ne se préoccupe des hôpitaux locaux qui sont dans un très très mauvais état. Donc le peuple basique est un laissé pour compte, il est seul face à sa maladie, et puis il n'arrive pas à prospérer. Et il y a un côté amoral aussi de cette histoire, parce qu'en fait, on se rend compte que les pauvres enrichissent les riches. Parce que, puisqu'on va à l'étranger, on va où? On va dans des pays qui, en fait, sont aboutis sur le plan sanitaire, socio-économique, et ils en profitent bien, ils sont contents, et c'est nous qui payons le prix fort. Donc je pense que quand on rentrera dans les détails, je donnerai quelques indices. On va rentrer dans le détail, mais je reviens un peu au ministre. Quel est le profil de ceux que l'on évacue le plus? On a le sentiment, et lorsque l'on parle de ça, pour les chefs d'État, c'est connu, ils ne se soignent qu'à l'étranger pour la plupart, ils ne se soignent presque jamais à la maison. Quel est le profil de ceux que l'on envoyait jusque-là à l'étranger pour se soigner? Est-ce que ça répondait réellement à un besoin? Oui, en tout cas, M. Alain Foucault, nous avons un dispositif en place et qui montre les dossiers pour les évacuations à l'extérieur. Nous avons ce que nous appelons le Conseil national de santé. Et le Conseil national de santé, nous avons une cellule également qui trie les dossiers qu'on appelle cellule d'évacuation sanitaire. Et depuis l'avènement de l'État général de référence, tout rapport médical qui est censé peut-être, le malade est censé d'être évacué, passe d'abord par l'hôpital général de référence où nous avons mis en place un comité technique de sélection de dossiers. Si c'est un cas qui peut être traité sur place, on le prend et ça au niveau de l'hôpital général de référence. Si c'est un cas qui nécessite, en tout cas jusque-là, parce que l'hôpital est en opération progressive. Il y a des cas, par exemple, comme le cancer, que jusque-là, on ne fait que la chimiothérapie, que la radiothérapie, il faut évacuer à l'extérieur. Si ça nécessite une évacuation à l'extérieur, ce dossier-là est validé par le comité technique et transmis au Conseil de santé. Une fois que le Conseil de santé élabore son certificat de Conseil de santé, il valide, il le transmet au niveau du ministère de la Santé. Nous engageons pour transmettre au niveau du ministère des Finances qui vire l'argent dans le compte de l'hôpital ou de la clinique privée de l'extérieur. Donc voilà, et tout le monde a la même chance d'être évacué pourvu que son cas nécessite une évacuation. Monsieur le ministre, vous savez très bien que lorsque vous dites ça, monsieur le ministre, vous savez que lorsque vous dites ça, les gens sont tellement sceptiques parce qu'on est habitué à ne voir partir que les mêmes, qui ont toujours des positions bien placées dans le pays. Alors, j'ai envie de me tourner vers monsieur Olivier Bosc, qui est le vice-président finance et développement de l'hôpital américain de Paris, qui est un hôpital très très connu à Paris et très très connu dans la plupart des pays francophones notamment, puisque beaucoup de malades d'Afrique viennent vers chez vous. Quel est le profil de ceux qui arrivent chez vous en majorité? La majorité des profils qui viennent chez nous, que ce soit d'ailleurs des profils de patients français ou étrangers, c'est une clientèle qu'on appelle une clientèle d'industriels. Ce sont des personnes qui sont, vu le positionnement de l'hôpital américain, des CSP+. Oui, c'est-à-dire ceux qui ont une position sociale confortable. Effectivement, mais ce n'est pas forcément un positionnement qui est différent entre la patientèle internationale et la patientèle française. L'hôpital américain est un hôpital non conventionné, qui pratique une politique de prix, je dirais, premium au regard du service qu'il fournit en termes de vitesse de prise en charge, de qualité de prise en charge. Et effectivement, le cœur de cible de la patientèle est une patientèle de CSP+, d'industriels qui vient chercher chez nous, la qualité des soins. Dieu merci, nous sommes dans un pays en France où la qualité des soins est bonne en moyenne, qui viennent aussi chercher chez nous la vitesse de prise en charge. Mais vous savez que la plupart des pays en Afrique, la plupart des gens en Afrique considèrent votre hôpital, l'hôpital américain, comme celui des dirigeants, comme celui des chefs, et comme celui vers lequel la plupart des États dirigent leurs malades, leurs grands malades. Je suis d'accord avec vous, et c'est souvent d'ailleurs la réputation de l'hôpital américain. Ce n'est pas qu'une réputation. Non, mais je veux préciser ma pensée. C'est effectivement la réputation de l'hôpital américain, même en France. Les gens s'arrêtent à Karl Lagerfeld, les gens s'arrêtent à Pelé. Nous avons chaque année 15 000 personnes qui se font hospitaliser à l'hôpital américain. Dans ces 15 000 personnes, il y en a environ 5 000 qui sont des patients dits internationaux.
Quelle est la proportion des Africains qui viennent? Un tiers de ces patients internationaux. Un tiers Voilà. tiers quand même. Oui, un tiers de ces patients internationaux. Nous avons 15 000 séjours, environ 4 à 5 000 sont des patients internationaux, et un petit tiers de ça sont des patients africains. L'autre gros tiers sont des patients du Moyen-Orient. Et puis ensuite, nous av+ des Américains. C'est la culture américaine de l'hôpital américain, oui. Et d'autres nationalités. Donc effectivement, c'est une patientèle qu'on appelle que nous appelons industrielle, de CSP+. Il y a effectivement des personnalités je dirais gouvernementales qui peuvent venir se faire soigner à l'hôpital américain, incontestablement. Mais ça ne représente pas le cœur du de business. votre clientèle, oui. Alors là, je me tourne d'abord vers le ministre. Je reviendrai vers vous, professeur Aimé Boni. Monsieur le ministre, c'est connu, l'hôpital américain, c'est l'endroit où il faut être pour la plupart des dirigeants qui débarquent en France. Comment cela s'explique? Par la qualité des soins, par quoi exactement? Bon, pas forcément les dirigeants. Nous envoyons des malades qui sont de la population générale à l'hôpital américain, pourvu que leur cas exige qu'ils soient évacués à l'hôpital américain. Et pour vous dire que, bon, peut-être l'hôpital américain, c'est parce qu'il y a la qualité de soins, même si par ailleurs, il fait partie quand même de l'un des hôpitaux les plus chers en termes de prise en charge. Ça, il faut quand même le reconnaître. C'est justement pour ça qu'on pose la question, parce qu'on se dit, on choisit l'un des hôpitaux les plus chers. On se disait, si on choisissait cet hôpital, c'était pour une pathologie difficile à trouver, dans laquelle ils sont des spécialistes. Or, on se rend compte que même pour les choses les plus simples, c'est très souvent l'hôpital américain. Est-ce la qualité des soins? Non, en fait, c'est pas qu'on évacue. C'est vrai, on évacue à l'extérieur, mais notre principale destination, nous, au Niger, n'est pas l'hôpital américain. Il y a des malades qu'on évacue à l'hôpital américain. Et si leur plateau ou le cas de ce malade nécessite qu'ils soient pris là-bas. Mais il y a beaucoup d'hôpitaux à Paris où on évacue, hôpital Foy, Salpêtrière, etc. Mais également, on évacue en Afrique, au Maghreb, comme en Tunisie et Maroc. Même aujourd'hui aussi, avec le développement de notre coopération avec la Turquie, il y a beaucoup de malades qu'on envoie en Turquie et qui ont des plateaux techniques qui n'ont rien à envier aux autres plateaux techniques. Donc, et tous les malades, nous, qu'on recense, ont la même chance d'être évacués parce que, à un des conseils des ministres, nous avons pris la décision que tu sois autorité, que tu sois ministre ou que tu sois, en tout cas, ton dossier doit passer par l'hôpital général de référence. Il y a eu des cas de dossiers des autorités qui ont été rejetés par le conseil de santé. Elles n'ont pas eu accès à ces évacuations. Mais quand votre cas nécessite d'être évacué, on vous évacue. Et c'est ça qui nous a permis de faire une économie de plus de 3 milliards en un an d'exercice au niveau de l'hôpital général de référence. Vous l'avez dit tout à l'heure, professeur Aimé Boni. Alors, moi, je vais être clair, hein, monsieur Bosque. L'hôpital américain me pose un problème, un sérieux problème d'éthique et du respect des droits de l'homme à pouvoir vivre décemment dans son pays. Et vous n'êtes pas le seul dans le genre. Aujourd'hui, la mode au Cameroun, c'est les hôpitaux de Genève. Et je vais parler d'abord des droits de l'homme à se soigner décemment. Vous dites bien que vous avez le tiers de votre patientèle est africaine. Je pense que le tiers de la patientèle internationale. Le tiers dans la patientèle internationale. Le principal de nos patients sont français. Voilà, non, le tiers de la patientèle internationale. Et ça pose un problème. Ça pose un problème parce que l'Afrique, c'est quand même le continent le plus pauvre de la planète. Mais en quoi sont-ils responsables? Est-ce qu'ils forcent quelqu'un à venir chez eux? Si, c'est pour ça que je vais revenir sur le côté éthique médical. Parce qu'en réalité, il se trouve que l'hôpital américain jouit de la législation française. C'est bien ça, non? C'est la législation française médicale qui sous-tend votre activité. Vous êtes en France. Et que en France, il y a dans le Code de santé publique un article qui interdit une publicité à visée commerciale. Mais ce que vous faites, c'est de la publicité commerciale. On n'a qu'à vous lire dans certains journaux, dans Jeune Afrique. C'est un peu dommage que ce journal panafricain fasse la promotion de cette médecine-là que vous vendez, qui n'est pas moins bonne que les autres hôpitaux français, ça je vous l'accorde, mais qui n'est pas meilleure. Mais sauf que l'Africain qui vient là, soit c'est celui qui est pris en charge par le contribuable africain, soit c'est quelqu'un qui a certainement des moyens, et encore je vais dire que les moyens qu'il a
vont lui permettre de se soigner et vont empêcher qu'il prenne en charge sa grande famille africaine. Parce que en Afrique, on ne s'occupe pas que de ses parents, on s'occupe de ses enfants, on s'occupe de ses parents et autres. Donc, quand on paye 200 à 300 euros de consultation à l'hôpital américain, il n'en reste pas beaucoup pour pouvoir gérer tous les autres besoins que les Africains ont. Et donc, parlant des dirigeants, évidemment, c'est l'argent du contribuable. Et donc, in fine, en Afrique, il n'y a pas des hôpitaux décents et les patients meurent pour pas grand-chose. Et vous êtes en partie, de manière indirecte, responsable de ça. Vous et tous ces hôpitaux qui prennent en charge les Africains. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même que il y ait une législation qui va légiférer sur le cas pour interdire aux dirigeants africains de venir se soigner dans ces hôpitaux en sachant que ils peuvent bien tous les pathologies. Avant que vous ne continuiez, je souhaiterais que M. Bosque vous réponde et puis on va partir sur des détails qui sont sur les pathologies, les différentes pathologies. M. Bosque. Écoutez, moi je trouve que le débat qui a lieu ici est un débat parfaitement légitime. L'hôpital américain est un hôpital qui a environ 140 lits d'hospitalisation, une vingtaine de lits en ambulatoire, qui a environ 200 médecins, 800 personnes, qui a pour mission, qui est une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique depuis 1918, qui veut avoir des soins de qualité. Donc, qui est la seule institution en France à être reconnue à la fois par les autorités françaises naturellement, mais également par la Joint Commission, donc qui offre le meilleur de la médecine française et américaine. Et donc, elle souhaite développer, qu'elle a certainement un des meilleurs plateaux techniques, si ce n'est le meilleur plateau technique de la place de Paris et en France. Et donc, elle veut, attendez, je suis pas sûr. Non, c'est pas vrai. Je suis désolé, vous pouvez pas dire ça. Elle veut procurer du soin. Donc, l'hôpital américain, n'est pas l'hôpital qui procure les soins les plus chers et il n'est pas responsable, et d'ailleurs ce n'est pas d'ailleurs sa mission d'être le co-responsable d'une fuite médicale. Ça, c'est la première chose. Pourtant, vous le faites, hein. Vous le faites. Je peux vous donner un exemple du Cameroun, où vous avez démarché l'ordre des médecins du Cameroun, et ça, quand même, c'est un peu particulier. Si on s'en tient encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la législation française, on ne peut pas il est interdit de faire une publicité à visée commerciale. Mais sauf que vous avez démarché, au moins l'ordre des médecins camerounais, ça je le sais, parce que j'ai reçu un mail de l'ordre des médecins qui demandait de manière très active à envoyer les patients à l'hôpital américain. Ça, c'est quand même un peu bizarre. Et je parie qu'il n'y a pas qu'au Cameroun que vous le faites. Vous le faites partout, et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour les pauvres Africains. Une institution hospitalière ne fait pas de publicité. À ma connaissance, l'hôpital américain n'a pas fait de publicité sur ses soins. Maintenant, effectivement, dans le cadre de la prestation de soins, nous pouvons nous rendre en Afrique, et la démarche avec l'Afrique, comme la démarche avec le Moyen-Orient, que nous souhaitons mettre en place, que notre nouveau directeur général met en place, c'est une démarche d'essayer justement de participer à cet effort et d'essayer de développer des partenariats médicaux. On va parler de ce développement des partenariats médicaux, puisque dans la seconde partie de ce magazine, j'ai envie que nous avancions sur des solutions, sur des partenariats, sur des choses très concrètes, parce que ce qu'évoque le professeur Ebeboni est un peu ce que pensent beaucoup de gens sur le continent, et je pense que le ministre en parlait tout à l'heure. Le but est de dire on évacue le moins possible, puisque c'est une fuite de capitaux importants. Le débat africain. Alain Foucault. Elle coûte chaque année le prix de construction de plusieurs hôpitaux de référence. Mais très peu de dirigeants se hâtent pour mettre un terme à cette gabegie qui ne profite qu'à un petit nombre de privilégiés. Seuls quelques rares pays ont décidé de s'attaquer à cette incongruité. Les évacuations sanitaires. Comment mettre un terme ou au moins diminuer leur nombre? Quand est-ce que les Africains prendront leur indépendance, au moins dans ce domaine de la santé? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain, qui s'intéresse aujourd'hui aux évacuations sanitaires qui coûtent une fortune aux États africains. Avec plusieurs invités à la fois dans ce studio 41 de RFI à ici les Moulineaux, mais également au téléphone. D'abord en direct de Niamey, le docteur Idi Iliassou Maïnassara, le ministre des Affaires étrangères du Niger. Second invité dans ce studio de RFI, professeur Aimé Boni, cardiologue, enseignant à la faculté de médecine de l'université de Douala, cardiologue à l'hôpital du district de Bonassama et praticien hospitalier en France. Notre troisième invité est monsieur Olivier Bosque,
le vice-président finance et développement de l'hôpital américain de Paris. Voilà pour notre plateau. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, avec l'expérience du Niger, qui est toute récente, est-ce que, très concrètement, on peut savoir quel type de pathologie on peut soigner sur place sans avoir besoin d'envoyer quelqu'un en Europe? Parce qu'on a vu dans certains pays, certains arrivaient ici juste parce qu'ils avaient le doigt malade et ils disaient je vais à l'hôpital américain. Hein. Ça s'est écrit dans la presse. Alors, aujourd'hui, est-ce que il y a des pathologies pour lesquelles on ne peut rien? Vous qui avez cette expérience. Oui, monsieur Alain Foucault, jusqu'en 2017, quand vous prenez les pathologies cardiovasculaires de façon générale, on n'avait pas la capacité de faire une coronarographie. La simple coronarographie, là, il faut évacuer en France, en Belgique ou au Maroc ou en Tunisie. Aujourd'hui, sur place, nous arrivons à faire la coronarographie au Niger, à placer des stents. Et vous savez, une coronarographie nous coûte entre 10 000 et 15 000 euros. Aujourd'hui, on la réalise sur place au Niger. C'est de l'argent économisé. En 2017, avant l'avènement de l'état général de référence, les prothèses de la hanche, les prothèses complexes, nous évacuons nos malades. Mais aujourd'hui, on les fait en place dans l'hôpital général de référence. Et en fait, pour te dire, il y a beaucoup de pathologies qu'on avait l'habitude d'évacuer aujourd'hui qui se prennent en charge. Mais quand tu prends de façon exceptionnelle le cancer, on a un centre national de lutte contre le cancer qui est en finition, qui a commencé déjà la chimiothérapie. Et pour traiter un cancer, il faut la chimiothérapie, la radiothérapie. Nous avons en commande un accélérateur linéaire de particules, mais jusque-là, on continue à évacuer tous les cas de cancer. Et la plupart des malades qu'on évacue pour cancer sont évacués en France, au Maghreb et dans les autres pays. Mais je pense que d'ici la fin de cette année, on va être en mesure de prendre en charge tout cas de cancer au Niger, parce que le cancer constitue le tiers de budget d'évacuation. Ça veut dire près de 5 milliards à plus de 5 milliards, le un tiers, c'est des cas vraiment qui sont victimes de cancer. Il constitue la première cause aujourd'hui d'évacuation au Niger. Et d'ailleurs, ce qui est le cas pour les autres pays africains. Le Niger va être une référence régionale parce que c'est un centre qui a une vision régionale. Justement, on va parler de la régionalité et de l'intégration africaine après, puisque c'était une des solutions. Professeur Ebeboni, vous qui pratiquez sur le continent, aujourd'hui, avec les plateaux techniques, peut-on raisonnablement penser qu'on peut diminuer les évacuations sanitaires? Est-ce que ça ne passe pas d'abord par la construction des hôpitaux? Monsieur Alain Foucault, j'ai l'avantage d'être le responsable d'un groupe de travail, une task force de la Société panafricaine de cardiologie sur le traitement des arythmies cardiaques. Donc des personnes qui ont besoin, par exemple, des pacemakers et tout. Et j'ai dirigé un travail transversal qui va être présenté au Congrès mondial de cardiologie à Paris le 3 septembre. Et ce travail-là pose la problématique des soins dans certains domaines de la santé, et notamment celui-là. Je vais vous donner un exemple précis. Est-ce que vous savez que au Niger, on ne peut pas implanter un pacemaker? C'est-à-dire que si un patient a fait un arrêt cardiaque pour un ralentissement excessif de son rythme cardiaque, il a besoin d'un pacemaker. Et ce traitement est parmi les rares traitements curatifs. C'est-à-dire qu'on vous met un pacemaker, vous guérissez. On ne vous met pas, vous mourrez. Donc aujourd'hui encore, au Niger et dans certains pays africains, on a de nombre à peu près 20% des pays africains ne peuvent pas offrir ce soin élémentaire aux populations, en sachant que il ne faut pas un plateau technique particulier. C'est simpliste, mais il y en a pas. Donc il faut effectivement que les politiques soient conscients de ce que le droit à la santé est un droit universel et il faut investir. Il y a plusieurs Africains, de nombreux Africains qui sont à l'étranger qui ont la compétence. Il y a des Africains qui sont en Afrique qui veulent apprendre et ils n'ont pas les moyens d'accéder à ces formations-là. Il faut donc une politique de formation très efficace et une politique d'implémentation des plateaux techniques efficaces pour que on puisse tout soigner en Afrique. Donc ce n'est pas normal. Ça passe d'abord par les plateaux techniques qu'il faut concevoir aujourd'hui. C'est-à-dire le retard est tellement abyssal qu'il faut d'abord construire les centres hospitaliers pour pouvoir envisager de commencer à diminuer le nombre d'évacuations sanitaires. Il faut même faire tout en parallèle parce qu'on a le cas de certains pays. Je pense que c'est le cas par exemple du Tchad ou le Tchad ou la Guinée équatoriale, je sais plus, où ils ont construit un bel hôpital, mais sauf qu'il n'y a pas de ressources humaines. Pendant qu'on construit
les structures, les plateaux techniques, il faut envoyer les personnes en formation, de manière à ce que l'ouverture de ce plateau, que les gens soient formés, qui viennent, et pas qu'ils attendent 2-3 ans après être revenus de formation pour leur donner de quoi travailler, parce que de toute façon, ils perdront tout ce qu'ils auront appris. Donc il faut faire tout de manière simultanée, et surtout être très ambitieux, parce qu'on ne peut pas dire que en Afrique, après, vous l'avez dit, après 60 ans d'indépendance, bon Dieu, on doit pouvoir tout soigner en Afrique. Alors là, on parle de construire, on parle de projet, on parle d'avancer. Monsieur Olivier Bosc, lorsque vous écoutez tout ceci, parce que je dois ici reconnaître que lorsque l'on parle d'évacuation, 3 fois et demi sur 4, on regarde vers l'hôpital américain, c'est la réputation de l'hôpital et évacuation des dirigeants. Donc, on voit en l'hôpital américain quelque chose qui consomme beaucoup du budget de la santé qui devrait être utilisé sur place. Lorsque vous écoutez cela, est-ce que vous envisagez, vous, une coopération ou un travail pour au moins améliorer cette image en disant aux Africains, nous on n'est pas là pour vous spolier? Lorsque nous allons en Afrique et lorsque nous voyons des personnalités politiques, des ministres ou même des hôpitaux, quel est notre message? Le message qui consiste, et vous pouvez d'ailleurs le vérifier dans les articles de presse qui peuvent être parfois émis, nous n'avons pas une approche colonialiste. Donc, il est légitime qu'un pays veuille soigner l'intégralité ou l'immense majorité des pathologies qui se présentent. Effectivement, dans ce qui est oncologique, cardiovasculaire, la qualité des structures médicales et la qualité des plateaux techniques peuvent parfois faire défaut. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir des coopérations médicales avec des institutions, publiques ou privées. Et la coopération, elle peut avoir différentes formes. J'en cite les principales. La première, c'est dans le cas de construction de nouveaux hôpitaux, nous n'avons pas vocation à construire un hôpital, nous n'avons pas cette capacité à le faire. Une aide, que j'allais dire managériale. Un hôpital, c'est des process qualité, c'est un laboratoire, ce sont des plateaux techniques, et il peut y avoir besoin de l'expérience cumulée de l'hôpital américain qui existe depuis 1906, qui est encore une fois la seule institution en France à être doublement accréditée. Deuxièmement, bien évidemment, et principalement des coopérations médicales et paramédicales. Il est certain que... Déjà, est-ce que vous en ressentez la nécessité? Et est-ce que vous avez... Nous en avons. Parce qu'on voit on sait bien qu'il n'y a pas besoin de faire de la publicité, que vous n'avez pas le droit de faire de la publicité, mais on voit par exemple en Afrique de plus en plus HEC qui s'installe, qui travaille en coopération avec les universités, Sciences Po qui fait la même chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, vous, à l'hôpital américain? Surtout que cette clientèle est importante. Nous en avons au Sénégal, nous avons signé avec la Caisse nationale de sécurité sociale du Togo, dans le cadre de la construction d'un nouvel hôpital Saint-Péregrin, un accord de ce type. Alors l'hôpital est en train d'être construit, et nous souhaitons en développer de plus en plus, parce qu'effectivement la coopération médicale et paramédicale, on manque de docteurs, on en manque en France, on en manque en Afrique, et lorsqu'on prend les plateaux techniques par exemple, la clé de ça c'est la capacité à avoir des radiologues, mais également des manips qui peuvent faire des images de qualité, et ensuite, c'est l'autre point de coopération, grâce à la technologie, réduire les coûts. La téléconsultation, la téléexpertise permet de faire les deux choses en même temps, de réduire les coûts et d'augmenter la qualité. Et effectivement, ça va de pair, ça va nous bâtir une offre de téléconsultation et de téléexpertise qui existe aussi dans d'autres endroits en France, mais également d'avoir des structures qui ont la capacité technique et la capacité, je dirais, de médias pour pouvoir envoyer des images. Et enfin, nous souhaitons de manière totalement transparente pouvoir aussi contribuer à la baisse des coûts d'évacuation sanitaire dans le cadre où nous sommes un centre de recours. Le fait d'avoir un centre de recours, des Français viennent se faire soigner aux États-Unis, il y aura probablement... Mais la question que nous avons eue lorsqu'on préparait cette émission, je vais vous laisser finir parce que vous évoquez ce point et je risque de le perdre, c'est de dire, il pourrait quand même à un moment ou à un autre dire, on va pas se mettre à faire des pansements sur des blessures du doigt, on va pas accepter certaines pathologies de certains dirigeants qui arrivent parce que ce n'est pas suffisamment grave pour qu'ils dépensent les deniers de leur état à notre profit. Est-ce que c'est envisageable chez vous de dire ces patients-là ne méritent pas qu'on les évacue vers ici, ou simplement vous êtes dans une démarche purement commerciale? Non, nous ne sommes pas dans une démarche purement commerciale. Contrairement à ce qui peut se dire, l'hôpital américain peut parfois être un exutoire des frustrations qui peuvent arriver. L'ensemble des pays d'Afrique ont des processus de validation des évacuations sanitaires. Mais vous savez très bien que ils sont tous faux en réalité, la plupart, et je pense que c'est pas Monsieur le ministre qui va me contredire. Avant qu'ils ne mettent leur système en place, c'était les dirigeants qui partaient, c'était très, ou presque jamais Monsieur Tout le Monde. Nous refusons des patients
lorsque le protocole médical que nous pouvons lui offrir soit n'est pas possible. Alors, il y a deux choses. Soit la pathologie peut être traitée localement, et nous comptons aussi sur les structures locales pour pouvoir orienter les patients localement, mais également lorsque le protocole de soins est un protocole palliatif et pas curatif. Et donc, il nous arrive, je vais pas dire tous les jours, mais très régulièrement, de refuser les patients et même de provoquer la frustration. J'ajouterais une autre parce chose. qu'aujourd'hui, les banques refusent certains dirigeants qui arrivent. Tout à fait. Pensent que les hôpitaux peuvent dire, monsieur, pour cette pathologie, vous pourriez vous soigner chez vous. Et le dernier élément sur lequel, alors, je sais pas que j'insiste, mais qui aussi est un élément de transparence et de clarté, c'est la relation directe avec, les États qui peuvent parfois être amenés à évacuer. Dans ce milieu, il y a trop d'intermédiaires, il y a trop de déperditions. Beaucoup, oui. Et nous n'avons aucun contrat de commissionnement avec quelque intermédiaire que ce soit. Nous avons tous arrêté et nous avons des relations directes. Maintenant, effectivement, il y a des gens qui font un travail, par exemple, de réservation d'avions sanitaires quand le besoin se fait sentir, qui sont des très bons professionnels. Mais nous avons c'est des rabatteurs. C'est des rabatteurs. Ce ne sont pas des rabatteurs. Lorsque vous voulez faire une évacuation sanitaire, vous avez un hôpital, vous devez aussi avoir parfois un avion médicalisé en fonction de la gravité des soins. Il y a des gens qui savent faire ça, qui le font très bien. Mais aujourd'hui, les relations que nous avons sont des relations directes et sans intermédiaire. Et ça contribue aussi à la transparence et ça contribue aussi à la réduction des coûts. Monsieur le ministre, puisqu'on avance, je m'interroge sur le fait que comment comprendre que 60 ans après, il n'y ait pas une organisation régionale où un pays aurait une spécialité, un autre pays une spécialité? Pourquoi cette intégration régionale que l'on écoute dans les discours ne se traduit pas dans les faits, par exemple, dans un domaine aussi sensible que la santé? Bon, je pense à car les gens ont commencé à prendre conscience et c'est une situation qui va arriver tôt ou tard. À partir du moment. Peut-être tôt ce serait mieux parce que ça traîne depuis longtemps quand même. Oui, ça traîne, mais quand même les réflexions sont là. On est en train de réfléchir par rapport à tous ces mécanismes. Je voudrais, avant de répondre vraiment à cette question, nuancer ce que le professeur de l'hôpital américain vient de dire. Il n'y a pas un hôpital privé ou une clinique privée à l'extérieur qui fait du cadeau. Il n'y en a pas. Mieux, il n'y en a aucune structure privée à l'extérieur. Même si c'est un mal de tête, si vous venez, on vous donne la facture. D'ailleurs, ils n'ont pas cette possibilité, puisque c'est du commerce qu'ils font. C'est du commerce. La plupart font du commerce. C'est même impossible d'avoir une formation sanitaire privée à l'extérieur, chez qui un malade vient, on lui dit non, reste chez toi, parce que tu peux être pris en charge chez toi. Ça, c'est impossible. Je ne l'ai pas vu, en tout cas dans les 26 à 27 ans de l'exercice médical, de mon exercice médical, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Au contraire, ils profitent avec aujourd'hui ce que vous appelez rabatteurs, les différents intermédiaires qui se créent en Europe, en Afrique, en tout cas un peu partout, qui gonflent les factures pour un cas d'une fracture simple, par exemple une fracture, et qui doit vous être autour de 10 000 euros. Avec les intermédiaires, ça va au-delà de 10 000 euros, 15 000, parfois même à 20 000 euros, parfois ils doublent, en mettant leur honoraire, ce qu'ils appellent les taxes, etc. Pour vous dire qu'il est nécessaire que les gens réfléchissent en Afrique pour mettre en place des pôles, comme vous venez de le dire. Pourquoi pas un pôle cardiovasculaire au Niger, un pôle neurochirurgical en Afrique du Sud, un pôle, je ne sais pas, de mise en place de pacemakers, comme le confrère camerounais vient de le dire, le retrouver ce pôle au Maroc, etc., etc. Ça, là, je pense que c'est des réflexions qui méritent d'être mûries, qui doivent être engagées pour que vraiment les gens qui ont commencé à prendre conscience, il y a une prise de conscience. Mais c'est cette prise de conscience qui a fait que aujourd'hui certains pays sont en train de se doter et des hôpitaux de grand standing. Monsieur Bosque, à l'instant, faisait remarquer qu'il peut y avoir une coopération. Vous y croyez? Est-ce que vous pensez que vous pouvez prendre contact pour être accompagné dans ce sens-là? Parce que certes, il y a un hôpital de référence sur place, mais vous avez des problèmes de ressources humaines. Pour l'instant, c'est des médecins chinois, je crois. Oui, le problème de la crise des ressources humaines en santé, c'est partout dans le monde. C'est pas seulement en Afrique, même en Europe. Il y a une crise à ressources humaines. Et en santé, c'est vrai, on est plus défavorisé que ces hôpitaux européens en matière de ressources humaines. On est en train de construire, on est en train de réfléchir, on est en train de mettre en formation nos différentes ressources humaines pour que nos hôpitaux qui sont en train d'être construits puissent demain être vraiment gérés par des nationaux, puissent être gérés par des médecins africains. Et on est sur cette voie.
c'est vrai. Et quand il disait les gens construisent, mais la formation ne suit pas. Mais aujourd'hui, les gens ont pris conscience. J'ai le professeur Boni qui veut réagir à ça tout de suite. Monsieur Alain Foucault, la vocation d'un hôpital privé commercial, parce que c'est ce que l'hôpital américain n'est pas de former du personnel étranger, et n'est pas de rentrer dans une coopération, dans une dynamique gagnante-gagnante. Ce n'est pas possible du tout. Ce n'est pas le rôle, et encore, moi je ne leur fais pas ce reproche, parce que c'est pas leur rôle, et ils ne le feront pas, quelles que soient les promesses que M. Bosque peut nous faire. C'est pas leur but. Ils gagnent du fric, ils veulent gagner du fric et ils voudront toujours gagner du fric. Je ne crois pas. Mais personne à venir chez eux. Non, mais bien sûr. Non, bien sûr personne à venir chez eux. Mais je suis tout à fait d'accord. Et une fois que j'ai dit ça, j'en appelle aussi à la conscience des Africains d'essayer de s'organiser différemment parce que on ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je connais des médecins de l'hôpital américain. C'est des confrères. Je les connais. Est-ce que vous savez que ils se targuent, et pour eux c'est quand même quelque chose de gratifiant d'avoir un carnet d'adresses en Afrique assez important, parce que quand vous soignez un chef d'État ou un ministre, même si c'est un bobo, M. Alain Foucault, vous n'allez pas lui dire non, votre pathologie, elle ne relève pas d'ici là. Donc on va prendre tout le monde, ils prennent tout le monde. Je pense que non seulement il faut une conscience politique au niveau de l'Afrique, mais c'est une législation qu'il faut mettre en place et qui va au-delà des compétences de l'hôpital américain. Ça doit être... C'est même pas leur problème. Je veux dire, c'est un hôpital qui est situé en France, qui est sous la législation française, qui a des clients un peu partout dans le monde. Donc, c'est aux Africains de prendre conscience de ce qu'ils veulent et d'y aller en leur âme et conscience. Et puis, il y a des pathologies pour lesquelles ils iront toujours à l'hôpital américain, puisque ces pathologies-là ne sont pas soignées en Afrique. Monsieur Alain Foucault, pour ne pas faire une focalisation sur l'hôpital américain, je vous donne très rapidement simplement un cas. En un mot, parce que on me fait signe de l'autre côté. Alors, il se trouve que je connais un confrère gabonais qui a évacué un malade ici pour une dissection aortique, et quand même une complication très grave. Or, ce confrère est le seul médecin de sa ville. Et il est venu pour une semaine. Donc vous imaginez que quand des médecins évacuent, parce qu'ils font un accompagnement sanitaire, en Occident, un peu partout, en Afrique, il manque un médecin. Et donc dans cette ville-là, il faut surtout pas ne pas avoir un problème cardiaque pendant la semaine où ce médecin... Donc tout ça, ça fait partie des conséquences de cette évacuation sanitaire délétère. Et nous devons, nous les Africains, effectivement prendre conscience de ce que on ne peut pas continuer comme ça. Mais il faudrait peut-être aussi écouter la main tendue aujourd'hui que fait l'hôpital américain en disant je veux organiser ceci avec vous et déjà sur place sur le continent. Ce sera une belle surprise, bien sûr. Ce sera une belle surprise, comme vous le dites. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en débattre ici. Et on reviendra sur cette question qui est très évoquée souvent, la question de l'évacuation des dirigeants africains. Puisqu'il était question de ça, on a focalisé dessus. Il y a aussi d'autres évacuations qui sont importantes et qui doivent être mieux organisées. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté de venir en discuter ici. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain.